Bonjour à tous et à toutes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 10 millions de personnes, dont 6 millions de juifs, ont été déportés. Il n'y avait pas que les juifs, il y avait aussi tous ceux qui pouvaient déranger le régime nazi, les opposants politiques, notamment les communistes, les tziganes, les homosexuels. Dans les camps de prisonniers, ils avaient tous d'ailleurs des signes distinctifs, une étoile jaune pour les juifs, un triangle marron pour les tziganes, un triangle rouge pour les opposants politiques, un triangle rose pour les homosexuels, mais saviez-vous qu'il existait encore une autre catégorie, le triangle violet pour les témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'une d'entre elles, une petite Alsacienne. Simone Arnold est née le 17 août 1930 à Usseren-Westerling, un petit village alsacien, mais très rapidement sa famille déménage à Mulhouse. Son père est un ouvrier qui travaille dans une usine. Quelquefois, il lui parle de grève et il essaye de transmettre des idéaux socialistes à sa fille. Simone est fille unique, mais sa famille est très soudée. Elle a des grands-parents qui sont fermiers, des oncles, des tantes, une cousine. Très tôt, elle se pose la question de la mort et de la vie après la mort. Elle lit le dictionnaire médical, elle se prédestine à devenir médecin ou infirmière. Elle se dit aussi « j'aimerais être un garçon, je veux être un garçon » et elle décide même de monter aux arbres pour imiter les garçons. Malheureusement, sa jupe se coince dans une branche et se déchire. Au milieu des années 1930, ses parents qui étaient de religion catholique se convertissent et deviennent témoins de Jéhovah. Alors les témoins de Jéhovah, c'est quoi? En 1872, le pasteur américain Charles Russell Taze décide de créer un groupe d'un genre nouveau. Ce sont des petits groupes où des personnes étudient et lisent la Bible ensemble. Ils se font appeler les étudiants de la Bible ou les vrais chercheurs de la Bible. Ils deviennent de plus en plus nombreux et en 1931, Joseph Woodford, le nouveau patron de l'organisation, lui donne un nouveau nom, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont surtout connus pour leurs nombreux interdits. Ils n'ont pas le droit au sexe avant le mariage, pas le droit de prendre de la drogue. Ils doivent également rester neutres politiquement. Ils doivent s'abstenir lors des élections. Ils n'ont pas le droit de participer à certaines cérémonies comme le lever du drapeau. Lors de la Première Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah refusent de faire leur service militaire, mais aussi de servir comme infirmiers. Ils n'ont pas le droit non plus de fêter Noël ou de fêter leurs anniversaires. Ils n'ont pas le droit aux transfusions sanguines, ce qui peut vraiment être très dangereux. Mais à part ça, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire du coup? Une de leurs obligations principales, c'est qu'ils doivent faire du prosélytisme. Ils doivent essayer de recruter de nouveaux adeptes. Vous avez sûrement dû en voir dans la rue avec des chariots, ou peut-être qu'ils sont aussi venus frapper à votre porte. Ces nombreux interdits font que dans de nombreux pays, les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte. Comme sa famille est devenue témoin de Jéhovah, Simone est retirée du cours de catéchisme catholique. Elle a un cours d'instruction civique à la place. Cela lui vaut du harcèlement scolaire. Les autres petites filles la traitent de juive ou de communiste et elle ne comprend pas vraiment pourquoi puisqu'elle n'est ni l'une ni l'autre. Ça crée même des tensions au sein de sa famille qui jusque-là était plutôt soudée. Ses grands-parents maternels se disputent avec sa mère. Dès ses 8 ans, Simone a une nouvelle mission. Elle doit aussi accompagner ses parents et faire du porte-à-porte. À ce moment-là, Simone entend peu à peu parler de risques de guerre, mais son père essaye de la rassurer. Il lui dit qu'il a une solution contre la guerre, qu'il faudrait que l'on retire leurs uniformes aux soldats et qu'on les oblige à se balader en sous-vêtements, et de cette manière-là, on pourrait arrêter la guerre. En 1938, la mère de Simone se fait baptiser parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez les témoins de Jéhovah, ils n'acceptent pas de faire baptiser les enfants et seuls les adultes peuvent être baptisés. En 1940, c'est l'occupation et l'école de Simone devient allemande. Les cours ont lieu de 8h à 13h comme en Allemagne. Les enfants n'ont plus le droit de parler français ou d'utiliser leur langue régionale, l'alsacien. Ils doivent parler uniquement en allemand. Quand un professeur entre dans la classe, ils doivent aussi se lever et faire le salut nazi. Heil Hitler. 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 Heil Hitler.
En cours, on leur apprend aussi la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est l'idée que les hommes les plus forts doivent éliminer les plus faibles. Or, Simone, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Elle a bien vu comment ça se passait dans la ferme de ses grands-parents. Quand un animal est petit et chétif, il n'est pas tué, mais au contraire, il va pas être protégé, il va être soigné. Et les témoins de Jéhovah qui refusent de faire le salut hitlérien ou de dire à Hitler, qui refusent de s'engager politiquement, de faire partie du parti nazi ou même de faire leur service militaire, forcément ça passe mal avec les autorités nazies. Ils sont d'ailleurs officiellement interdits. Malgré les interdictions, la petite communauté des témoins de Jéhovah tente de survivre. Ils organisent des réunions clandestines. Ils sont notamment aidés par un homme qui se décrit comme athée mais qui défend la liberté religieuse. Simone reçoit aussi un soutien de la part de ses camarades de classe lorsqu'elle refuse de dire à Hitler. Elle a une gaine cousue sur ses vêtements dans lequel elle cache le magazine La Tour de Garde, le magazine des témoins de Jéhovah qui est désormais illégal. Le 4 septembre 1941, alors qu'elle rentre chez elle, elle voit des SS devant sa porte et sa mère lui annonce que son père a été arrêté. Simone est vraiment bouleversée, elle ressent un grand vide, elle n'arrête pas de répéter les mots alsaciens Sean Gold, ce qui veut dire ils l'ont pris. Je sais pas si je prononce très bien. Le lendemain, sa mère s'aperçoit aussi que leurs comptes en banque ont été bloqués. Simone subit différentes brimades et elle est même renvoyée de son école pour avoir refusé de faire le salut hitlérien. Le 5 juillet 1943, elle reçoit une convocation. Sa mère lui offre un nécessaire à ongles et lui dit « Tu vas devenir une dame, il serait temps que tu saches t'occuper de tes ongles toute seule. » Elle cache aussi une petite Bible dans ce nécessaire à ongles. La mère et la fille savent qu'elles vont être séparées. Elles prient ensemble, puis elles prennent le train pour la ville de Constance en Allemagne. Simone arrive à l'institution Wessenberg, un camp de redressement pour les fillettes considérées délinquantes. Elle n'a même pas le temps de dire au revoir à sa mère. Elle est complètement désorientée. Elle reçoit un nouveau prénom allemand, Maria, et un numéro lui est attribué, le numéro 1. Peu à peu, j'ai réalisé que les spectres et les fantômes qui m'entouraient étaient des fillettes silencieuses, debout derrière leur chaise. J'étais l'une d'elles maintenant, en uniforme, pieds nus et muette. Rapidement, Simone comprend que tout est fait pour gommer la personnalité des petites filles, que la dénonciation et l'espionnage règnent en maître. Les matins sont dédiés aux leçons, mais ces leçons ne sont pas très instructives. Simone doit par exemple écrire des rédactions ou faire des dessins. Ces cours sont surtout destinés à la faire parler de son ancienne vie et potentiellement à dénoncer d'autres témoins de Jéhovah. Les après-midi sont consacrés aux travaux manuels, au raccommodage, au jardinage et à la couture. Et là, on va parler de violences faites aux enfants, donc si vous êtes un peu sensible à tout ça, vous pouvez passer ce passage. Les petites filles doivent coudre. Si l'enseignante estime que le travail est mal fait, elle les gifle avec leur nécessaire à couture. Si les petites filles n'ont pas terminé à temps, elles sont privées de dîner. Tous leurs repas sont d'ailleurs constitués d'un bol de soupe, d'un morceau de pain et de quelques fruits comme dessert. Le soir, les 36 pensionnaires, âgés de 6 à 14 ans, doivent se mettre debout. La directrice leur récite le Notre Père, sa prière chrétienne bien connue. Elle conclut cette prière par « Que Dieu bénisse notre Führer et notre patrie ». Ensuite, les enfants, tour à tour, s'approchent de la directrice et chacune leur tour, elles vont lui souhaiter bonne nuit. Elles doivent dormir couchées sur le dos, les bras par-dessus la couverture. Elles n'ont même pas le droit de se lever pour aller aux toilettes la nuit. On ne pouvait rien faire librement. Même une brosse, on devait la tenir de la façon définie par l'institut. Quand les enfants sont punis, elles reçoivent des coups de baguette sur les doigts. Elles ont le droit de réciter leurs leçons à voix haute, mais elles n'ont pas le droit de converser, de communiquer entre elles, ce qui fait qu'il y a très peu d'amitié dans cette maison, qu'il y a même parfois des formes de rivalité entre les filles. Primer, dormir, se taire, tel était notre régime. Il finissait par gommer nos personnalités et nous réduire à des ombres lugubres et taciturnes, qui évoluaient sans bruit. Nous étions si effacés que nos voisins suisses, de l'autre côté de notre clôture, qui faisait office de frontière, n'ont jamais dû se douter qu'ils vivaient près d'un groupe de 36 enfants. Malgré cela, Simone parvient à créer des liens avec sa voisine de chambre, Sophie. Simone est la seule témoin de Jéhovah. Elle est donc traitée différemment des autres élèves. Le dimanche matin,
enfin, lorsque les catholiques vont à la messe et que les protestantes vont au culte, elle est forcée d'aider la cuisinière à préparer à manger. Des maîtresses décident de faire de Simone son assistante personnelle. Simone doit nettoyer sa chambre et frotter les saletés qui sont sous son lit, sous son matelas. Simone en profite pour se glisser sous le lit et cacher une petite Bible dans les recoins du matelas. La maîtresse finit par trouver la petite Bible et la confisque, mais Simone n'est pas punie. En vivant dans cette maison, Simone développe des problèmes de santé, elle a une maladie infectieuse, la nuit elle fait des cauchemars, elle a des crises de somnambulisme et elle parle dans son sommeil. Heureusement, elle tient le coup, elle pense souvent à ses parents, elle se demande où ils sont, ce qu'ils font, elle reçoit quelques lettres de son père et de sa mère, elle a aussi le droit à une visite de sa tante. La fin de la guerre est proche, 2 à 3 fois par nuit, les pensionnaires et les institutrices sont réveillés par les sirènes. Elles doivent courir se cacher à la cave et enfiler leur masque à gaz. Simone remarque que tout le monde semble un peu avoir perdu la notion du temps. Les autres filles ne vont plus à l'église par exemple. Et puis un jour, une femme inconnue au visage tuméfié se présente à l'institution. Simone ne reconnaît pas tout de suite sa mère. Pendant que sa petite fille était en maison de redressement, Madame Arnold était en camp de concentration. Elle allait être transférée à Ravensbrück, mais elle a réussi à s'évader avec quelques autres prisonniers. Simone et sa mère sont prises en charge par la Croix-Rouge, puis elles rentrent à Mulhouse. Là, elles attendent leur père et mari. Après avoir été si longtemps prisonnières, il nous a fallu littéralement réapprendre la vie civile. Nous avions du mal au début à ne pas nous singulariser dans la rue en marchant de façon timorée, au lieu de nous mêler naturellement à la foule. Quelque temps plus tard, Monsieur Arnold revient. Simone ne le reconnaît pas non plus. Il est passé par le camp de Dachau, puis par Mauthausen, un camp réputé le plus difficile des camps de concentration. Les médecins nazis lui ont fait subir des expériences médicales. Il a perdu une partie de son audition et il est souvent pris par des accès de colère. Simone, quant à elle, elle a arrêté de grandir lorsqu'elle est entrée à l'institution. Elle se sent énormément en décalage avec sa cousine et ses quelques amis de son âge et elle ne peut pas non plus réellement parler à ses parents de ce qu'elle a subi, leur dire ce qu'elle ressent parce qu'ils ont leurs propres problèmes de santé à gérer. Toutefois, elle finit par aller mieux. Elle entre à l'école des arts et métiers pour devenir graphiste. En 1950, elle décide de voyager aux États-Unis, de se rapprocher de la congrégation américaine des témoins de Jéhovah. C'est là qu'elle rencontre Max Liebster. Max Liebster est issu d'une famille juive allemande. Tout comme les parents de Simone, il a été déporté. Il participe aux activités du Sedjad, le centre européen des témoins de Jéhovah déportés et victimes. Un jour, Simone reçoit des nouvelles de son ancienne camarade de l'institution, Sophie. Sophie a quitté l'institution à 16 ans et s'est mariée très jeune. Elle dit à son ancienne camarade qu'elle a fait signer un document à son mari au cas où son mari et elle décèdent pour que son fils n'aille pas en orphelinat parce qu'elle ne veut pas que son fils connaisse ce qu'elle a vécu à l'institution. Le livre de Simone, Face au lion, une petite Alsacienne résiste au régime nazi, est l'un des rares témoignages qui existent sur les témoins de Jéhovah sous l'occupation. Par contre, quelque chose que j'ai trouvé un peu problématique, c'est que dans son livre, finalement, elle ne remet jamais en question les témoins de Jéhovah, elle ne critique jamais vraiment les témoins de Jéhovah. Simone a reçu la médaille de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. J'ai essayé de faire quelques recherches sur l'institution et apparemment maintenant c'est devenu un établissement d'enseignement professionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à aimer et à partager et à très bientôt pour une prochaine vidéo.